L'Iran est-elle proche d'avoir l'arme nucléaire? Depuis vendredi, on assiste à une escalade militaire entre l'Iran et Israël qui ressemble très clairement à une guerre, avec déjà de nombreuses personnes tuées. Alors l'objectif affiché d'Israël avec leur première attaque massive lancée la semaine dernière, c'était d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Mais alors, est-ce que l'Iran en dispose aujourd'hui? Que sait-on factuellement sur la situation? C'est donc ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour, en voix off toujours en ce début de semaine. Désolé, je suis à nouveau en déplacement, mais je reviendrai avec la caméra un petit peu plus tard dans la semaine. Alors d'abord, rappelons rapidement en une phrase le contexte. Israël ainsi que l'Iran et son gouvernement de la République islamique d'Iran sont des ennemis depuis de nombreuses années. Les tensions sont nombreuses, l'Iran soutient notamment le Hamas ou encore le Hezbollah, et ces dernières années, de nombreux dirigeants iraniens ont ouvertement appelé à la destruction d'Israël. Alors dans la nuit de jeudi à vendredi, Israël a d'abord lancé une opération nommée Lion dressé. C'était une vaste attaque contre l'Iran dont l'objectif principal était de viser le programme nucléaire iranien, considéré par Israël comme étant une menace existentielle immédiate. On revient là-dessus dans un instant. Alors suite à cela, l'Iran a répondu, envoyant des centaines de missiles sur Israël, notamment sur Tel Aviv ou encore sur Jérusalem. En tout, depuis vendredi, les frappes israéliennes en Iran ont tué au moins 224 personnes et fait plus d'1 millier de blessés, selon le ministère de la Santé iranien. D'après son porte-parole, plus de 90% des victimes sont des civils. Par ailleurs, des médias iraniens rapportent d'importants dégâts dans un hôpital de l'ouest de l'Iran, dans la ville de Kermanshah. Pour l'Iran, cette attaque sur cet hôpital est un crime de guerre. De son côté, Israël parle de cibles localisées et affirme notamment avoir tué le chef du renseignement des gardiens de la révolution, le chef d'état-major de l'armée, mais aussi des scientifiques iraniens spécialisés dans le nucléaire. Alors côté israélien maintenant, les frappes iraniennes sur le territoire israélien ont fait 24 morts, dont 11 dans la nuit de dimanche à lundi, selon un nouveau bilan qui a été donné par le Premier ministre israélien. Il y a plusieurs immeubles, une école ou encore une raffinerie qui ont été touchés dans la nuit, même si le dôme de fer, donc le système de défense antimissile israélien, a réussi à intercepter une majorité des missiles iraniens. Alors on le disait, c'est le sujet de cette vidéo, l'un des objectifs principaux portés publiquement par Israël, ce serait d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. En effet, depuis vendredi, les bombardements israéliens, ils ont ciblé des centaines de sites militaires et nucléaires, et notamment à Natanz, en Iran, qui est l'un des principaux sites d'enrichissement nucléaire du pays. On va revenir là-dessus dans un instant. Il a été détruit pour ce qui est de sa partie en surface, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais l'AIEA a toutefois indiqué que le site nucléaire n'avait pas été touché dans sa partie souterraine, et c'est bien cette partie souterraine qui est importante. L'armée israélienne a également dit avoir démantelé une usine de conversion d'uranium à Ispahan, qui est une grande ville du centre de l'Iran. Alors face à ces attaques et ces bombardements massifs, l'Iran a demandé à l'Agence internationale de l'énergie atomique qu'elle adopte une position ferme pour condamner cet acte. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait réellement aujourd'hui sur l'arme nucléaire iranienne? Alors officiellement, ce qu'il faut noter déjà, c'est que l'Iran, officiellement, ce n'est pas une puissance nucléaire. Pour autant, il y a bien des liens entre l'Iran et le nucléaire. Son programme nucléaire, il a débuté dans les années 1950 avec l'aide des États-Unis pour, à l'époque, un usage civil comme la production d'électricité et non un usage militaire. Mais après la révolution islamique de 1979, eh bien les relations avec les États-Unis se sont rompues et l'assistance américaine a alors cessé. Un peu plus tard, dans les années 2000, la découverte de sites d'enrichissement d'uranium non déclarés a renforcé les craintes d'un détournement militaire du programme. L'uranium est en effet un élément clé pour fabriquer une bombe atomique. De son côté, l'Iran a toujours affirmé que son programme ne servait qu'à des fins civiles et donc notamment dans un objectif énergétique. Malgré tout, il y avait des craintes et donc un accord international a été signé en 2015. L'objectif en 2015, c'était de limiter l'enrichissement d'uranium et de renforcer les contrôles et les inspections. En échange de quoi, eh bien les sanctions appliquées par les pays occidentaux sur l'Iran étaient levées. Le truc, c'est que quelques années plus tard, en 2018, et vous en souvenez peut-être si vous suiviez cette chaîne à l'époque, même si vous n'étiez pas aussi nombreux, mais en 2018, Trump a retiré les États-Unis de cet accord, estimant qu'il ne permettait pas réellement d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Alors depuis, l'Iran a repris progressivement son enrichissement d'uranium qui est là aussi donc indispensable pour l'arme atomique. Aujourd'hui, je rentre pas dans les détails techniques ou scientifiques, mais ils ont atteint un seuil a priori de 60%, alors qu'il faut atteindre un seuil de 90% pour pouvoir fabriquer une bombe atomique. Il faut savoir que le passage de 60 à 90%, il est assez rapide. Pour dire les choses très rapidement aujourd'hui, l'Iran dispose actuellement d'un programme nucléaire qui est très étendu, qui est réparti sur plusieurs sites, dont 3 sites qui sont officiellement
officiellement reconnu par l'AIEA comme celui de Natanz, mais l'AIEA suspecte aussi l'Iran d'avoir d'autres sites qui seraient dissimulés, et le fait que de nombreuses installations soient souterraines et donc non déclarées complique forcément tout ça. Alors finalement, on le disait la semaine dernière, ce jeudi, l'AIEA avait adopté une résolution déclarant que l'Iran violait ses obligations de non-prolifération de l'arme nucléaire. C'est une première en 20 ans. Selon l'AIEA, la quantité totale d'uranium enrichi dépasserait aujourd'hui en Iran 45 fois la limite qui avait été posée par exemple dans l'accord de 2015. Mais de son côté, l'Iran a condamné cette résolution, la qualifiant de politiquement motivée et déclarant encore et toujours que son développement était uniquement à usage civil et non à usage militaire. C'est donc une déclaration qui est à rebours de ce que déclare Israël, qui affirme que la menace nucléaire était imminente, et à noter tout de même, pour avoir bien tout le contexte du côté notamment des Occidentaux, que même si la très grande majorité des pays occidentaux s'inquiétaient de cette avancée iranienne sur l'arme nucléaire, la plupart étaient partisans d'un dialogue. En effet, par exemple, même si Trump était au courant en amont de cette attaque israélienne qui a eu lieu la semaine dernière, il était partisan ces derniers mois d'un dialogue et d'une négociation avec l'Iran plutôt qu'une attaque directe sur l'Iran. Il s'opposait donc finalement à la ligne qui a fini par être adoptée par Netanyahou et par Israël. Et là-dessus, si vous suivez la chaîne, ça fait des mois qu'on en parle, ces discussions, elles étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran. Par ailleurs, concernant maintenant la capacité nucléaire, puisque c'est l'objet donc du sujet aujourd'hui, si on résume, l'Iran est à un état aujourd'hui du seuil nucléaire, ce qui veut dire, pour dire les choses simplement, que l'Iran pourrait sous peu de temps obtenir l'arme nucléaire. Mais maintenant, est-ce que les dirigeants iraniens avaient réellement prévu de la développer? Israël, on l'a dit, affirme que oui, mais la directrice du renseignement états-unien, par exemple, a plus de doutes sur le sujet. En effet, Tulsi Gabbard, qui est donc à la tête du renseignement américain, déclare en effet que le guide suprême de la révolution islamique, donc l'ayatollah, est resté vigilant à ne pas franchir ce cap, probablement par crainte justement de représailles venant des Occidentaux. Alors maintenant, est-ce que tout cela est vrai? Ce que l'on sait donc, c'est qu'ils sont à très peu de temps, s'ils le souhaitent, d'obtenir l'arme nucléaire. Et c'est cette forme d'ambiguïté stratégique et de flou sur lequel se trouvait actuellement le gouvernement iranien. À noter au passage, on en parlait vendredi, mais je sais que c'est une question qui revient souvent, Israël, de son côté, dispose bien de l'arme nucléaire aujourd'hui, même s'il ne le confirme pas publiquement. Ça a été confirmé par de nombreuses sources et de nombreuses enquêtes. Alors maintenant, rapidement, quel a été l'impact des attaques israéliennes sur le programme nucléaire iranien ces derniers jours? En l'occurrence, beaucoup estiment que le programme nucléaire iranien n'a pas été significativement endommagé. Alors certes, il y a eu de nombreux bombardements, des bombardements intenses et massifs, mais en fait, les bombardements ont visé surtout des structures en surface, alors que les principaux sites nucléaires iraniens, ils sont profondément enfouis sous terre. Il faudrait donc des bombes plus puissantes potentiellement pour les atteindre. Or, Israël n'en dispose pas forcément. Ou alors, pour ça, il faudrait le soutien des États-Unis, mais encore une fois, il faudra voir à quoi ressemble l'évolution de la position des États-Unis dans les prochains jours. Par ailleurs, certes, les bombardements israéliens, ils ont tué des scientifiques iraniens qui travaillaient sur le sujet, mais on peut noter tout de même qu'a priori, l'impact avec cela ne sera que court terme. Enfin, paradoxalement, certains experts alertent sur le fait que les bombardements pourraient entraîner l'effet inverse, avec chez certains membres du gouvernement iranien cette idée que, ils sont menacés et donc qu'il faut activer au plus vite la conception d'une véritable arme nucléaire. Et en parallèle, donc, ça pourrait pousser l'Iran à être moins coopératif sur les contrôles éventuels. C'est donc une hypothèse qui est avancée par certains. Maintenant, il faut être très prudent sur tout ça, évidemment. Nous ne sommes pas dans la tête de tel ou tel dirigeant. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les récents événements entre Israël et l'Iran ont compliqué les négociations autour d'un accord sur le nucléaire iranien. Il y avait des nouvelles discussions qui étaient prévues à l'origine ce dimanche entre les États-Unis et l'Iran, mais tout cela a été annulé. On peut tout de même noter que le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que son pays était prêt à conclure un accord qui garantissait qu'il ne chercherait pas à se doter de l'arme nucléaire, tout en refusant tout compromis qui priverait l'Iran de ses droits nucléaires civils, donc typiquement pour l'énergie. Mais les États-Unis semblent quant à eux exiger un abandon total de l'enrichissement d'uranium, qu'il soit civil ou militaire. Selon les informations du journal américain le Wall Street Journal, qui ont été confirmées par l'agence Reuters, l'Iran aurait émis le souhait de mettre fin au plus vite aux
hostilités avec Israël et, je cite, de toute urgence. Il souhaite aussi reprendre les négociations sur son programme nucléaire. On verra donc si les États-Unis acceptent et à quoi ça ressemble. On suivra donc évidemment la situation dans les prochaines heures et vous le savez, vu que c'est un sujet qui évolue très vite, on continuera évidemment à suivre tout ça directement sur notre compte Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, vous êtes plus de 4 millions là-bas. Et avant de laisser la parole à Léa pour les actualités en bref, je voulais revenir sur les 3 derniers passagers du bateau humanitaire Madeleine qui avait été arrêté par Israël la semaine dernière alors qu'il tentait de rejoindre Gaza. Il y a 3 passagers dont 2 Français et un journaliste français de Blast qui était encore détenu. Ils devaient normalement rentrer en fin de semaine, mais leur expulsion avait été annulée après la fermeture de l'espace aérien d'Israël en raison notamment de la situation avec l'Iran. Finalement, ils ont été relâchés, ils ont pu rejoindre la France en passant par la Jordanie. Je vous mets donc des liens directement en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Aux États-Unis, le président Donald Trump a ordonné ce dimanche de nouvelles opérations anti-migrants à Los Angeles, Chicago et New York. Il s'agirait selon lui, je cite, du plus grand programme d'expulsion massive de l'histoire. Cette déclaration, elle a lieu alors que d'importantes manifestations se tiennent actuellement aux États-Unis pour dénoncer la politique migratoire du président. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a fait de l'expulsion des immigrés clandestins une priorité. À noter que les villes citées par Donald Trump sont toutes dirigées par des maires démocrates, donc des opposants à Donald Trump, qui les accusent d'être, je cite, des démocrates d'extrême gauche à l'esprit malade. À Los Angeles, où les manifestations contre Donald Trump ont débuté, 4000 gardes nationaux et 700 marines ont été déployés par le président des États-Unis contre la volonté du gouverneur de Californie et de la maire qui affirme d'ailleurs que ce déploiement et ces raids de la police fédérale génèrent beaucoup de colère dans la ville. Toujours aux États-Unis, ce week-end a également été marqué par le défilé militaire américain à Washington avec près de 7000 soldats et 150 véhicules militaires organisés à l'occasion des 250 ans de l'armée de terre, mais aussi des 79 ans de Donald Trump. Selon l'armée américaine, le coût de cette immense parade voulue par Donald Trump est estimé entre 25 et 45 millions de dollars. L'événement a rassemblé 250 000 spectateurs selon la Maison-Blanche, alors que parallèlement, près de 2000 rassemblements ont aussi eu lieu dans tout le pays pour dénoncer l'autoritarisme de Donald Trump. Deuxième actu, l'Organisation des Nations Unies a annoncé ce lundi devoir revoir drastiquement à la baisse son plan d'aide humanitaire mondiale pour cette année en raison, je cite, des pires coupes financières qui ont jamais frappé le secteur humanitaire. Concrètement, le nouveau plan de l'ONU va bénéficier de 29 milliards de dollars en 2025 alors que l'ONU réclamait 44 milliards de dollars pour le bien de ses missions. Le plan initial, qui devait permettre d'aider 180 millions de personnes vulnérables, a donc dû être revu pour hyper prioriser l'aide pour 114 millions de personnes, soit 66 millions de personnes en moins. De nombreuses zones vulnérables comme le Soudan, la République démocratique du Congo, la Birmanie ou encore Gaza vont être touchées par cette baisse du budget humanitaire de l'ONU. Alors la principale raison de cette importante baisse, c'est la décision de l'administration Trump de mettre fin ou de revoir à la baisse l'aide financière à l'étranger des États-Unis, alors que les États-Unis étaient jusque-là le principal donateur mondial en matière d'aide humanitaire et de développement. Troisième actu, 2 personnes sont mortes ce week-end dans un camp de migrants à Loun-Plage, près de Dunkerque, dans le nord de la France, après 2 fusillades qui ont éclaté ce samedi et ce dimanche. L'une des victimes est un Soudanais de 24 ans. Alors les causes des fusillades ne sont pas encore connues et 2 personnes, un homme majeur et un jeune homme mineur, se déclarant irakiens et afghans, ont été placés en garde à vue selon la procureure de la République du tribunal judiciaire de Dunkerque. Le parquet de Dunkerque a également annoncé avoir notamment ouvert une enquête pour meurtre et tentative de meurtre. Selon des décomptes d'associations, entre 1500 et 2000 exilés vivent actuellement dans des camps proches de Dunkerque où des tensions ont souvent lieu dans l'attente de tenter la traversée vers l'Angleterre. Ces tentatives ont d'ailleurs été nombreuses ces derniers jours en raison des bonnes conditions météo. Selon le décompte des autorités britanniques, 919 migrants ont traversé la Manche ce vendredi. Depuis le début de l'année, au moins 15 migrants ont perdu la vie en tentant la traversée de la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Quatrième actu, le procès de Tom Félix, un Français de 34 ans qui risque la peine de mort en Malaisie ou 104 ans de détention, s'est ouvert ce lundi. Cet homme avait été arrêté par la police malaisienne le 9 août 2023 à la suite d'une perquisition dans son appartement où il vivait en colocation. La police avait découvert plusieurs centaines de grammes de cannabis. Il est depuis accusé de détention et trafic de stupéfiants, ce qu'il nie. Son colocataire et sa petite amie, également arrêtés le 9 août, l'ont par ailleurs dédouané en vain. Tom Félix est donc retenu depuis presque 2 ans dans des conditions terribles, selon son avocat. Il dormirait sur un tapis de yoga, se
doucherait avec un simple tuyau et aurait souffert de plusieurs infections. Ses parents avaient d'ailleurs été reçus fin mai par Emmanuel Macron qui leur avait affirmé qu'il allait tout mettre en place pour qu'il soit libéré. Le procès doit durer jusqu'à jeudi. Pour rappel, la Malaisie continue d'appliquer la peine de mort dans les affaires impliquant des drogues. 5e actu, la ministre de la Santé Catherine Vautrin souhaite dans les prochaines semaines interdire les écrans dans les lieux d'accueil des enfants de moins de 3 ans. C'est ce qu'elle a déclaré ce dimanche dans une interview accordée au JDD. Dans un premier temps, le gouvernement prévoit une interdiction dans les lieux d'accueil des enfants de moins de 3 ans. Cette mesure, qui sera publiée dans un arrêté, se base notamment sur le rapport d'une commission d'experts remis en avril 2024 au président de la République. Ce rapport préconisait de ne pas exposer aux écrans les enfants de moins de 3 ans pour éviter, je cite, d'altérer durablement la santé et les capacités intellectuelles. Cette interdiction devrait concerner les télés, mais aussi les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. À noter que Catherine Vautrin souhaite à terme étendre cette interdiction au domicile, même si elle affirme que les autorités ne pourront pas aller chez les gens pour vérifier si aucun enfant de moins de 3 ans est devant un écran. Et on termine avec cette actu, les lycéens en classe de terminale générale et technologique ont passé ce lundi leur épreuve de philo pour le baccalauréat 2025. En filière générale, ils ont notamment eu le choix entre les sujets « Notre avenir dépend-il de la technique » et « La vérité est-elle toujours convaincante ». Ils pouvaient également opter pour le commentaire d'un texte extrait de la théorie de la justice de John Rawls datant de 1971. En filière technologique, les sujets étaient « Sommes-nous libres en toutes circonstances » et « Avons-nous besoin d'art ?» tandis que le commentaire de texte portait cette fois-ci sur un passage de la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith datant cette fois-ci de 1759. Au total, ce sont plus de 530 000 élèves qui ont passé l'épreuve. Si vous êtes concernés, on espère que ça s'est bien passé et on vous souhaite bon courage pour le reste des épreuves. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Et voilà donc pour les actualités, je vous le disais, on suivra les prochaines heures directement sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.